Elle lui a donné son sang, sa chaleur et sa santé mentale. Il l'a appelé un maintien. Avez-vous déjà aimé quelqu'un tellement que votre existence même est devenue leur fardeau? Sa plus âgée Sterling aimait le roi vampire. Kellen Thorne, avec une éclairci la gorge, dévotion qui terrifiait la cour. Mais une nuit, derrière les lourdes portes en chêne du bureau royal, elle a entendu la vérité. Elle l'a entendu supplier pour de l'espace. Alors elle le lui a donné. Elle lui a donné tellement d'espace que le silence est sur le point de déchirer son âme immortelle. Ceci est l'histoire d'un roi qui voulait la liberté et la reine qui éclaircit la gorge a déchiré lui que la liberté sans amour est juste une tombe. Asseyez-vous. Vous n'êtes pas prête pour ce rebondissement. La pluie à Seattle n'a pas lavé les choses proprement. Elle a juste rendu la crasse plus glissante. À l'intérieur du penthouse de la tour d'obsidienne, l'air était toujours parfaitement conditionné, sentant le cèdre, le vieux cuir et le goût métallique du vin de sang. Son ancienne aisée Sterling a ajusté la bretelle de sa robe de soie, ses doigts tremblant légèrement. Elle portait un plateau, un mélange vintage au négatif de 1940, chauffé à exactement 46 degrés, juste comme Kellen l'aimait après une réunion du conseil. Kellen Thorne, le roi vampire du Nord-Ouest Pacifique. Il avait plus de 600 ans, une créature de grâce létale et de pouvoir terrifiant. Et pendant les 3 dernières années, il avait été le monde d'Izzy. Elle était sa consort humaine, son intended, bien qu'il ne l'ait pas encore transformée. Elle marchait doucement dans le couloir. Elle savait que la réunion du conseil avait du retard. Les anciens du clan étaient agités à propos des disputes de territoire à Vancouver. Kellen serait épuisée, sa bête intérieure rôdant près de la surface. Elle voulait être là pour le fonder. C'était son rôle. Elle était son encre. Quand la soif de sang devenait trop forte, son rythme cardiaque était le métronome qui le ramenait au rythme. Elle atteignit les doubles portes en chaîne de son bureau privé. Elles étaient entr'ouvertes juste d'1 pouce. Izzy se prépara à frapper, un doux sourire jouant sur ses lèvres, mais une voix de l'intérieur gela sa main en plein air. « Tu as l'air hagard !» Kellen vint la voix de baryton douce de Dominic. Dominic était le second de Kellen, son plus vieil ami et un vampire qui traitait les émotions comme un organe vestigial. « Je ne suis pas hagard », la voix de Kellen répondit. Elle était profonde, riche, comme du velours traîné sur du gravier, mais Izzy entendit la tension en elle l'épuisement. « Je suis étouffé. » Le sourire d'Izzy faiblit. « L'agitation à Vancouver ?» demanda Dominic. « Ou est-ce un problème domestique? » Il y eut le son de verre qui s'entrechoquait contre du cristal. Kellen soupira, un son qui semblait porter le poids des siècles. C'est vieux. Le souffle d'Izzy se coupa. Elle se pressa contre le mur, le plateau d'argent devenant lourd dans ses mains. Elle est, Kellen fit une pause, cherchant le mot. Elle est partout, Dominic. Je me retourne. Elle est là avec une serviette. Je m'assois. Elle est à mon genou. Je dors et elle est drapée sur moi comme une seconde peau. C'est incessant. C'est suffocant. Le mot frappa Izzy comme un coup physique au sternum. Suffocant. « Elle t'aime, mon roi », dit Dominic, bien que son ton fût sec, moqueur. « Les humains sont comme des chiots. Ils requièrent une validation constante. Je n'ai pas besoin d'un chiot. » Kellen s'exclama, l'irritation flamboyante. « J'ai besoin d'une reine. J'ai besoin d'espace pour respirer, pour penser sans avoir à gérer sa fragilité. Elle demande constamment si je vais bien, si j'ai faim, si je l'aime. C'est épuisant. Parfois, je regarde cette porte et prie qu'elle ne la traverse pas, juste pour que je puisse avoir 1 heure de silence. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Peut-être devrais-tu l'envoyer loin pour un moment, » suggéra Dominic. « Des vacances au domaine de campagne. » Et la ferme regardait avec ses yeux de pâte blessée. Kellen se moqua. « Non, j'ai besoin qu'elle recule. J'ai besoin qu'elle arrête d'essayer d'être ma gardienne. Je suis le roi de la nuit, pas un enfant qui a besoin d'être tenu par la main. »
Izzy baissa les yeux vers le sang qui chauffait sur le plateau. Elle pensa aux nuits où elle restait éveillée pendant qu'il se débattait dans l'étreinte des cauchemars de sang, lui tenant la main, murmurant d'anciennes prières gaéliques qu'elle avait apprises juste pour le calmer. Elle pensa à comment elle traçait ses horaires de repas pour qu'il n'ait jamais faim. Elle pensait que sa présence était son confort. Elle ne savait pas que c'était sa prison. Une seule larme chaude et humiliante roula sur sa joue. Elle ne l'essuya pas. Elle fixa la porte, son cœur se durcissant dans sa poitrine. C'était une sensation étrange. L'anxiété qui la tourmentait habituellement, la peur de le perdre, s'évapora soudainement, remplacée par une clarté froide et cristalline. Il veut de l'espace. Elle recula silencieusement. Ses chaussettes ne firent aucun bruit sur le tapis moelleux. Elle se retourna et redescendit le couloir, passant devant la chambre principale qu'ils partageaient, devant la bibliothèque et dans l'aile des invités. Elle posa le plateau sur une table d'appoint. Elle ne versa pas une goutte. « D'accord, Callen, » murmura-t-elle à la pièce vide. « Tu gagnes. » Sa plus âgée ne fit pas de valises. Les valises étaient bruyantes. Les valises impliquaient un caprice, un départ temporaire destiné à provoquer une poursuite. Elle ne cherchait pas à être poursuivie. Elle cherchait à être effacée. Elle entra dans le dressing. Elle passa devant les robes de soie que Callen lui avait achetées, les bracelets de tennis en diamant, le lourd collier d'émeraude qui avait appartenu à sa mère. Elle tendit la main vers le fond, en sortant un sac de sport abîmé qu'elle n'avait pas utilisé depuis l'université. Elle n'emballa que ce qu'elle avait apporté avec elle il y a 3 ans. 2 paires de jeans, quelques t-shirts, ses baskets Converse usées, son journal, une photographie de ses parents. Elle retira la robe de soie, celle qu'il aimait parce qu'elle s'enlevait facilement, et s'habilla d'un jean foncé et d'un sweat à capuche noire. Elle se regarda dans le miroir. La consort glamour était partie, l'étudiante infirmière, fatiguée de 25, regardant en retour. Elle alla au coffre-fort caché derrière la coiffeuse. Elle connaissait la combinaison. Callen avait insisté pour qu'elle l'ait pour les urgences. À l'intérieur se trouvaient des piles d'argent liquide et des passeports. Elle ignora l'argent liquide. Elle ne prit que son propre passeport et une petite enveloppe d'argent qu'elle avait économisée de sa propre allocation, argent qu'elle avait insisté pour garder séparé, à sa grande amusement. « Pourquoi économiser des centimes quand vous avez le coffre d'un roi ici ?» Il l'avait taquiné. « Parce que les rois peuvent tomber, » elle avait répondu. Elle n'avait pas réalisé alors que les rois pouvaient aussi juste s'ennuyer. Elle marcha vers la cuisine. Sur l'îlot de marbre où elle laissait habituellement sa note du matin, elle plaça un seul objet, sa bague d'accès. C'était un anneau de titane noir incrusté d'une micro-puce qui accordait l'entrée à la tour, aux maisons sûres et aux voûtes. Elle n'écrivit pas de lettre. Une lettre était de l'encombrement. Une lettre était suffocante. Elle prit de l'ascenseur de service jusqu'au garage. Le ronronnement hypnotisant de la Bugatti de Callen et de l'Aston Martin reposait silencieux dans leur baie. Elle passa devant eux jusqu'au porte-vélo. C'était absurde, vraiment, mais elle déverrouilla son vieux VTT. Les capteurs à la sortie du garage scannèrent ses données biométriques. Pendant une seconde, la lumière clignota en rouge et son cœur martela. L'avait-il enfermée? Puis elle devint verte. Accès accordé. Elle pédala sous la pluie de Seattle, éclaircit la gorge. L'eau froide s'infiltra à travers son sweat à capuche, lui collant instantanément les cheveux au crâne. Il faisait glacial, misérable et sombre. Mais alors qu'elle pédalait loin de la tour d'obsidienne, regardant les lumières du penthouse disparaître dans le brouillard, elle prit une profonde inspiration. L'air avait le goût d'échappement et de pluie, pas de cèdre et de sang. Pour la première fois en 3 ans, elle ne s'inquiétait pas de l'humeur de Callen. Elle ne s'inquiétait pas de la faim de Callen. Elle était juste Izzy et elle était seule. À l'intérieur de la tour le lendemain matin, Callen se réveilla avec un étirement qui fit craquer sa colonne vertébrale à 3 endroits. Il se sentait reposé, étonnamment.
Habituellement, il se réveillait avec les membres d'Izzy emmêlés dans les siens, ses cheveux sur son visage, sa chaleur corporelle rayonnant comme une fournaise. Le lit était vide. Les draps de son côté étaient froids. Il s'assit, se frottant le visage. Izzy. Silence. Il jeta un coup d'œil à l'horloge numérique. 19 ans. Genre, coucher de soleil. Elle était généralement là avec du café pour elle-même et être positive pour lui à présent. Woudant, il marmonna à lui-même, balançant ses jambes hors du lit. Elle a dû sentir mon humeur la nuit dernière. Il sentit un pincement de culpabilité, petit mais aigu. Il n'avait pas voulu être si dur avec Dominic, mais la vérité était la vérité. Il aimait la fille, mais par les dieux, il avait besoin d'espace pour respirer. Il se doucha, prenant son temps. Il s'habilla d'un costume noir impeccable. Il s'attendait à la trouver dans la cuisine, peut-être boudant, attendant qu'il s'excuse pour qu'elle puisse lui pardonner et s'accrocher à lui à nouveau. Il entra dans la cuisine. Elle était impeccable. Trop impeccable. Il n'y avait pas d'odeur de café en préparation. Aucune odeur de son shampoing à la vanille est-vieille. Il vit la bague sur le comptoir. L'anneau de titane noir se dressait en contraste avec le marbre blanc. Kellen fronça les sourcils, s'approchant. Il la ramassa. Elle était froide. Enfantin, il ricana, la rejetant sur le comptoir, laissant sa bague pour marquer le coup. Très bien. Si elle veut jouer à cache-cache dans l'aile des invités, laissez éclaircir la gorge, elle. Il se versa un verre du frigo et alla à son bureau. Il avait du travail à faire. Il s'assit à son bureau, appréciant le silence. Personne ne demandant ce qu'il lisait, personne ne lui frottant les épaules. Juste lui et son royaume. C'est mieux, se dit-il, c'est la concentration. Il travailla pendant 4 heures d'affilée. Mais vers minuit, une étrange sensation commença à démanger sous sa peau. Un bourdonnement de statique de bas niveau. Il roula ses épaules. L'air dans la pièce semblait mince. Il l'ignora. À 2 heures du matin, le silence n'était plus paisible. Il était lourd. Il pressait contre ses tympans. Il se leva et marcha vers l'aile des invités. « D'accord, Izzy, le point est fait. Tu peux sortir maintenant. » Il ouvrit la première chambre d'amis. Vide. Il ouvrit la seconde. Vide. Il vérifia la bibliothèque, la salle multimédia, le gymnase, le jardin sur le toit. Vide, vide, vide. Un frisson de véritable malaise s'alluma dans son ventre. Il retourna à la chambre et ouvrit dans grand les portes du placard. Ses vêtements étaient là. La soie, le velours, le cachemire, toutes les choses coûteuses dont il l'avait drapé. Il les écarta, cherchant quoi. Il ne savait pas ce qu'il cherchait jusqu'à ce qu'il réalise ce qui manquait. Le sac de sport, les baskets miteuses qu'elle refusait de jeter. Il ouvrit le coffre-fort en le déchirant. L'argent était là, son passeport était parti. Kellen se tenait au centre du placard, l'odeur de vanille et de lavande l'entourant des vêtements qu'elle avait laissés derrière. Mais l'odeur sous-jacente, les phéromones d'elle, l'essence vivante et respirante de sa compagne s'estompaient. Elle n'était pas juste allée au magasin. Elle n'était pas allée dans la chambre d'amis. Il sortit son téléphone et composa son numéro. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service, Wamis. Il composa de nouveau. Même résultat. Elle avait brûlé la carte SIM. Kellen abaissa lentement le téléphone. L'étouffement était parti. Le gilet de plomb avait été retiré. Il avait tout l'espace du monde. Et pour la première fois en 600 ans, le roi de la nuit sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Jour 3. Sans elle, la tour d'obsidienne s'effondrait. Ou plutôt, le personnel s'effondrait parce que le roi les mettait en lambeaux. « Comment ça, vous ne pouvez pas la traquer? » Kellen rugit, en voyant une table en acajou s'écraser contre le mur. Dominic se tenait près de la fenêtre, l'air anormalement nerveux. Elle n'a pas pris de voiture, Kellen. Elle n'a pas pris de vol. Aucune utilisation de carte de crédit. Elle a disparu sans laisser de traces.
C'est impressionnant. En fait, je ne pensais pas qu'elle en était capable. C'est une étudiante infirmière humaine. Callen grogna, ses yeux saignant d'une noisette à un cramoisi prédateur. Ce n'est pas un agent du Mossad. Trouvez-le. Callen faisait les 100 pas dans la pièce comme un tigre en cage. Physiquement, il allait bien, il se nourrissait, il dormait. Mais métaphysiquement, il se décomposait. La statique sous sa peau s'était transformée en un cri constant de basse fréquence. La lumière lui faisait mal aux yeux. Les sons étaient trop forts. Quand il essaya d'utiliser son glamour pour contraindre un serviteur humain, la magie éclata hors de contrôle, brisant une fenêtre au lieu de simplement influencer l'esprit. « Tu perds de la puissance », nota Dominic, reculant pour éviter les étincelles d'énergie sombre provenant des épaules de Callen. « Je vais bien, » mentit Callen. Il attrapa un verre de vin de sang, mais l'odeur le rendit nauséeux. Ça sentait la mort. Ça n'avait pas sa chaleur. Il s'assit lourdement dans sa chaise. Pourquoi ça faisait si mal? Il avait vécu des siècles avant elle. Il avait couché avec des milliers. Pourquoi l'absence d'une seule fille humaine tranquille donnait l'impression que quelqu'un avait plongé la main dans sa poitrine et retiré ses côtes? Il regarda sa main. Elle tremblait. Elle m'étouffait, Callen murmura, essayant de se convaincre. Elle était trop. L'était-elle? Demanda Dominic tranquillement. Où était-elle la seule chose qui filtrait l'obscurité pour toi? Callen leva brusquement les yeux. Que veux-tu dire? Dominic hésita. J'ai parlé à la sorcière du clan, Agnes. Elle a demandé où était ton encre. Elle a dit, les relevés de la tour ont faibli. Apparemment, pendant les 3 dernières années, ton excès d'énergie sombre, la corruption qui rend habituellement les anciens fous, s'est dissipé. Callen se figea. Il pensa au toucher constant d'Izzy, la façon dont elle lui tenait la main pendant les orages, la façon dont elle lui massait les tempes quand il avait mal à la tête. Elle est toujours là me touchant. C'est comme porter un gilet de plomb. Elle ne s'accrochait pas, éclaircit la gorge. Callen réalisa sa voix creuse. Elle me fondait. Il se leva, l'horreur l'envahissant, éclaircit la gorge. Les humains ne pouvaient pas filtrer la magie vampirique ancienne en toute sécurité. Cela avait un coût. Cela causait fatigue, anxiété, douleur physique. Il se rappela les cernes sous ses yeux qu'il avait ignorées. Il se rappela comment elle tremblait parfois après qu'il avait eu une crise de rage, et il avait supposé qu'elle avait peur de lui. Mais elle l'avait absorbé. Elle s'était empoisonnée pour le garder sain d'esprit. Et quand elle devint trop épuisée, trop hagarde, comme Dominic l'avait dit, il s'était plaint qu'elle était ennuyeuse. « Prenez la voiture » ordonna Callen. Sa voix n'était plus un rugissement. C'était le murmure glacé de la mort. « Où allons-nous? Nous allons à la vieille maison de ses parents à Portland. Si elle n'est pas là, je brûlerai toute cette côte jusqu'à ce que je la trouve. » Callen attrapa son manteau. L'espace qu'il avait voulu était maintenant un vaste désert vide, et il mourait de soif. La pluie à Portland était différente de Seattle. Elle était plus douce, moins insistante, mais pour Callen, elle ressemblait à de l'acide. Il se tenait au centre du salon d'une modeste maison artisanale dans une banlieue envahie. C'était la maison où Isolda avait grandi. Elle était vide depuis la mort de ses parents dans un accident de voiture il y a 4 ans. La tragédie qui l'avait menée sur le chemin de Callen en premier lieu. La maison sentait la poussière et les souvenirs éventés. Callen l'avait traversée comme un tourbillon. Jamais en ces 6 siècles, il n'avait cherché quelque chose avec une telle désespérance frénétique et indigne. Il avait déchiré des placards, retourné des matelas, brisé des coffres verrouillés. Rien. Une couche de poussière intacte couvrait tout. Elle n'avait pas été ici. « Dominic, » dit Callen, sa voix était un râle fracturé. Il ne s'était pas nourri depuis 2 nuits. L'idée de sang de quelqu'un d'autre que sa plus âgée, nourrie par sa main, apaisée par sa présence, était révoltante. Dominic enjamba prudemment un pied de chaise cassé. Il regarda son roi avec une alarme sincère. « Callen,
habituellement immaculé, avait l'air dérangé. Sa cravate manquait, son col de chemise ouvert révélant les veines de son cou pulsant, avec du sang venimeux agité. Ses yeux étaient fixés dans un état semi-permanent de cramoisie, brillant faiblement dans la lumière tamisée. L'air autour de lui crépitait. De petites décharges statiques claquaient contre les meubles. Le coven local ne sait rien, sire, rapporta Dominique tranquillement. La meute de loups-garous de la zone n'a pas capté son odeur. Elle est juste partie. Les gens ne disparaissent pas juste, Dominique, rugit Colline. Le volume même de sa voix brisa la façade vitrée d'une armoire à porcelaine antique. Il serra les yeux, pressant la paume de ses mains contre ses tempes. Le bruit à l'intérieur de sa tête était assourdissant. C'était le rugissement de 1000 tueries précédentes, les murmures d'ennemis anciens, la folie rampante de l'éternité que tous les anciens affrontaient. Pendant 3 ans, Isolda avait été le silencieux. Elle était la main fraîche sur le front fiévreux de sa psyché. Suffocant, le mot le hantait. Il avait pris la chose la plus précieuse de son existence et l'avait jetée parce qu'il voulait de l'espace. Il avait de l'espace maintenant. L'espace le mangeait vivant. Je perds le contrôle, ami Colin, l'admission ayant un goût de cendre. La bête était juste là tout le temps. Dominique pâlit. Si un roi ancien devenait sauvage, des villes entières brûlaient. Nous devons retourner à la tour. Nous avons de meilleures ressources là-bas. Nous devons engager des traqueurs humains, des professionnels qui trouvent les gens qui ne veulent pas être trouvés. Callan hocha la tête par saccade. Il sortit de la maison sous la pluie, laissant la destruction derrière lui. Il ressentit une sensation profonde et inconnue dans sa poitrine. Il lui fallut un instant pour l'identifier. Terreur. Il était terrifié de ne jamais pouvoir réparer cela. 6 semaines plus tard, Sedona, Arizona. Sa plus âgée essuya le comptoir du Red Rock Diner, repoussant une mèche de cheveux de ses yeux. Il faisait chaud, une chaleur sèche et implacable qui cuisait la terre rouge et faisait scintiller l'air. C'était l'opposé polaire de Seattle. C'est pourquoi elle l'avait choisi. Les vampires détestaient le désert. Trop de soleil, trop peu d'ombre, trop de ciel ouvert. Elle s'appelait Zoe. Maintenant, elle vivait dans un petit parc de caravanes à la lisière de la ville, entourée de guérisseurs par les cristaux, de photographes d'aura et de retraités en camping-car. Physiquement, elle se sentait incroyable. La fatigue chronique qui l'avait tourmentée pendant les 2 dernières années dans la tour avait disparu. Les étranges douleurs dans ses articulations, l'anxiété constante de bas niveau, tout s'était évaporé en 1 semaine après avoir quitté Seattle. Elle n'avait pas réalisé à quel point l'énergie de Callan était lourde avant de la déposer. Elle n'avait pas su qu'elle la portait. Mais émotionnellement, elle était une ruine. Chaque nuit, elle rêvait de lui. Elle rêvait de la façon dont ses yeux s'adoucissaient quand elle entrait dans la pièce avant qu'il ne commence à la prendre pour acquise. Elle rêvait de la texture veloutée de sa voix, même quand il était grognon. Elle rêvait de la sécurité qu'elle ressentait en étant l'aimée de la créature la plus dangereuse de la côte ouest. Il lui manquait avec une douleur physique qui rivalisait avec la douleur d'absorber son obscurité. « Commande Joëch !» cria le cuisinier. Elle attrapa l'assiette de huevos rancheros et marcha vers une cabine d'angle. Elle força un sourire pour le client, un homme d'apparence robuste dans un équipement de randonnée poussiéreux qui venait tous les jours depuis 1 semaine. Alors qu'elle posait l'assiette, l'homme leva les yeux. Il ne regardait pas la nourriture. Il la regardait. Ses yeux étaient d'une teinte intense, anormale d'ambre. Sa plus âgée se figea. Elle connaissait ses yeux. Pas ceux de Callan, mais les yeux d'un chasseur. Est-ce plus âgé, Sterling? L'homme dit doucement. Ce n'était pas une question. Elle laissa tomber le plateau. Des œufs et de la salsa éclaboussèrent le linoléum. « Qui êtes-vous? » murmura-t-elle reculant. L'homme se leva lentement. « Mon nom est Silas. Je suis un traqueur. Et vous, ma chère, êtes la prime la plus chère que j'ai jamais chassée. »
Il sortit son téléphone et appuya sur un numéro de composition rapide. « C'est moi. Je l'ai, Sedona. » « Oui, elle a l'air en bonne santé. » Sa plus âgée se retourna et courut. Elle éclata par la porte arrière du diner sous le soleil aveuglant de l'après-midi. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait juste que son temps au soleil était terminé. Les ombres l'avaient trouvée. Le jet privé atterrit sur la petite piste d'atterrissage à l'extérieur de Sedona, juste au moment où le soleil plongeait sous l'horizon peignant le ciel de teintes violentes d'orange et de violet. Callan descendit de l'avion avant que les escaliers ne soient entièrement déployés. L'air sec du désert le frappa comme un coup physique. Il avait le goût de la poussière et de la sauge. Étranger et hostile à son espèce. Le rayonnement UV persistant sur le tarmac lui fit picoter la peau inconfortablement. Il s'en fichait. Il avait l'air diminué. 6 semaines sans son encre avaient eu un coup brutal. Ses pommettes étaient d'une netteté de rasoir, ses yeux enfoncés dans des creux sombres. Les costumes élégants avaient disparu, remplacés par un équipement tactique sombre, comme s'il allait à la guerre. Ce qu'il était, en quelque sorte. Une guerre contre sa propre santé mentale qui s'effondrait. Silas, le traqueur loup-garou qu'il avait engagé pour une somme astronomique, attendait près d'une Jeep poussiéreuse. Silas semblait mal à l'aise en présence de Colleen. L'aura de puissance instable, rayonnant du roi vampire était suffisante pour faire hurler les instincts du loup-garou. « Cours !» éclaircit la gorge. « Où est-elle » demanda Colleen. Sa voix était un grognement grave, vibrant dans la poitrine de tous ceux qui se trouvaient à proximité. « Elle a une petite caravane en dehors de la ville, » dit Silas, gardant ses distances. « Mais elle n'est pas là pour le moment. Elle est à un endroit appelé le centre de guérison Vortex. » La lèvre de Colin se retroussa. « Un quoi? C'est un truc New Age. Cristaux, travail énergétique. Sedona est célèbre pour ça. » Colin se moqua. Sa plus âgée, son étudiante infirmière pratique et sensée, entourée de charlatans essayant d'aligner ses chakras. C'était absurde. Ils roulèrent à travers le désert qui s'assombrissait. Les formations rocheuses rouges se dressaient comme d'anciens sentinelles silencieux. Colin sentit la pression dans sa tête monter. La statique sous sa peau était maintenant un bourdonnement constant, comme une ligne électrique tombée. Il avait besoin de son toucher. Il en avait besoin comme un homme qui se noie a besoin d'air. Il s'arrêtait en devant un bâtiment bas en adobe entouré de jardins de sable méticuleusement rayonnants et de sculptures de cuivre bizarres destinées à canaliser l'énergie. « Attendez ici » ordonna Colin. Il marcha vers le bâtiment. Il pouvait entendre des battements de cœur à l'intérieur. 2 d'entre eux. Éclairci la gorge. L'un était lent, calme. L'autre était plus rapide, plus léger. Elle. Il ne prit pas la peine de frapper. Il poussa la lourde porte en bois. La pièce à l'intérieur était faiblement éclairée seulement par des lampes de sel et des bougies. L'air sentait intensément les parfums d'ensemble et de lavande qu'il associait à elle, mais déformés ici. Sa plus âgée était assise sur une table de massage, entièrement vêtue. Elle avait l'air radieuse. Elle avait pris un peu de poids, du genre saine. Sa peau brillait. Elle avait l'air plus jeune que le jour où elle l'avait quittée, mais elle n'était pas seule. Un homme se tenait derrière elle, ses mains planant juste au-dessus de ses épaules. Il était humain, peut-être 30 ans, avec de longs cheveux bruns attachés en arrière et une expression d'un calme irritant. « Respirez dans le blocage, Zoé », l'homme disait doucement. « Sentez l'excès d'énergie descendre votre colonne vertébrale et dans la terre. » Colin vit rouge littéralement, sa vision inondée de la couleur du sang. « Retirez vos mains de ma femme, » Colin grogna. Le son était inhumain. Un bruit guttural qui éteignit instantanément toutes les bougies dans la pièce. Sa plus âgée halta et se retourna. L'homme, le guérisseur, recula, trébuchant dans un présentoir de cristaux, les envoyant s'écraser au sol. Callan, sa plus âgée, murmura. Il entra dans la pièce,
l'air devenant glacial autour de lui malgré la chaleur du désert. Les ombres semblaient s'étirer des coins, s'étendant vers lui. « Tu es difficile à trouver, mon amour, » dit Kalin, sa voix tremblant de violence contenue. Il regarda l'homme. « Donne-moi une raison de ne pas t'arracher la gorge ici même. » Le guérisseur, à son crédit, ne s'évanouit pas. Il avait l'air terrifié, mais il tint bon. « Qui êtes-vous? Vous interrompez une séance. »« Une séance? » Kalin rit, un son terrifiant et cassant. « C'est ce que vous appelez toucher ce qui m'appartient? » Kalin, arrête. Sa plus âgée glissa de la table et se tint entre eux. « Il m'aide. » Kalin cessa de la fixer. Il s'enivra de sa vue. Il voulait la saisir, la serrer contre lui, enfouir son visage dans son cou et inhaler jusqu'à ce que la folie cesse. « T'aider avec quoi? » Kalin ricana, « Aligner ton aura. Tu m'as quitté pour ça. » L'ancienne le regarda vraiment, éclaircie de la gorge. Elle vit les mains tremblantes, les yeux sauvages, l'aura de magie chaotique et brute qui hémorragiait de lui. « Oh Dieu, Kalin, » murmura-t-elle horrifiée, « tu as l'air terrible. »« Je meurs, dit-il simplement, parce que tu m'as quitté. »« Non, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Tu meurs parce que j'ai arrêté de mourir pour toi. » Kalin fronça les sourcils. « De quoi parles-tu? Dominic a dit que tu me fondais. Je ne savais pas, Izzy. Je jure que je ne savais pas que ça te faisait mal. Je pensais que tu étais juste nécessiteuse. J'étais un fou. Reviens et je jure que je ne te prendrai plus jamais pour acquise. » Il tendit une main. « S'il te plaît, touche-moi juste. Fais le bruit. Arrête. » Son ancienne recula d'un pas. « Je ne peux pas, Kalin. Si je te touche maintenant, je pense que je pourrais exploser. » « Quoi? » Elle prit une profonde inspiration. « Pourquoi penses-tu que je suis venu ici dans le désert, dans un endroit connu pour les vortex d'énergie? Pourquoi penses-tu que je vois Elias? » Elle fit un geste vers le guérisseur terrifié. « Parce que tu es en colère. Parce que tu veux me punir. » « Non. » Son ancienne cria, les larmes montant dans ses yeux. « Parce que pendant 3 ans, j'ai absorbé le ruissellement psychique d'un ancien roi vampire. Où pensais-tu que cette énergie est allée, Kalin? Elle n'a pas juste disparu, elle est allée en moi. » Elle leva ses mains. Dans la lumière tamisée, Kalin vit quelque chose qui lui glaça le sang. Ses doigts brillaient. Une faible lumière violette pulsante exactement de la couleur de sa propre magie quand il l'utilisait pour la destruction. « Je ne suis pas parti juste parce que tu as blessé mes sentiments, » son ancienne confessa, les larmes débordant. « Je suis parti parce que je devenais toxique. J'étais pleine, Kalin. Si j'étais resté, si j'avais absorbé un cauchemar de plus, une crise de rage de plus, je ne serais pas juste morte. J'aurais tout relâché sur toi d'un coup. J'aurais tué toi. » Kalin fixa ses mains brillantes, stupéfait dans le silence. Le rebondissement le frappa plus fort que n'importe quel coup physique. Elle n'avait pas fui pour lui échapper. Elle avait fui pour le sauver. Le silence dans la pièce en adobe était plus lourd que la pression écrasante à l'intérieur du crâne de Kalin. L'air sentait l'ozone et la sauge pulvérisée. « Tu me protégeais », Kalin réussit à murmurer. L'arrogance, la posture royale, tout s'évapora dans la chaleur du désert. Il n'était pas le roi du Nord-Ouest Pacifique à ce moment. Il était juste un homme qui réalisait qu'il avait complètement, catastrophiquement mal jugé la femme qu'il prétendait aimer. Sa plus âgée se tenait près de la table de massage, sa poitrine se soulevant. La lumière violette traînant de ses yeux s'estompait, mais l'air autour d'elle bourdonnait toujours de statique. Elle avait l'air fatiguée, mais pas comme elle l'avait été à Seattle. C'était la fatigue de retenir une inondation. « Je ne savais pas ce qui se passait au début, » dit-elle, essuyant ses larmes avec le dos d'une main tremblante. « Je savais juste que quand j'étais loin de toi, je sentais que je vibrais en morceaux. Quand je suis venu ici, Elias, il a pu le voir. » Elle fit un geste vers le guérisseur, qui actuellement jetait un coup d'œil derrière une chaise de massage renversée,
ayant l'air de regretter chaque choix de carrière qu'il avait mené à ce moment. Elle porte une immense quantité d'énergie nécroantique. Elias Quina, retrouvant sa voix, mais refusant de sortir de sa cachette. Ce n'est pas fait pour un vaisseau humain. Nous avons essayé de la connecter au site terrestre autour de Sedona, la saignant lentement. C'est la seule raison pour laquelle elle n'est pas morte. Kellen sentit une vague de dégoût de soi si puissante qu'elle faillit faire plier ses genoux. Il regarda Elias, cet humain fragile en sandales qui avait fait plus pour protéger son ancienne en 6 semaines que Kellen en 3 ans. « Je suis tellement désolé, Izzy, » Kellen dit, sa voix rugueuse. Il fit un pas hésitant en avant, la main tendue. « Je n'ai pas vu. J'étais aveugle. »« Tu étais juste un vampire, » dit-elle tristement, croisant ses bras sur sa poitrine, comme pour protéger son cœur. « Habitué à prendre ce dont tu as besoin. Habitué à supposer que tous les autres existent pour servir ce besoin. »« Reviens à la maison, » éclaircit la gorge, il implora. La folie dans sa tête hurlait maintenant. Un chant de sirène implorant son toucher pour le silence qu'elle apportait. « Nous allons arranger ça. Agnès la sorcière. Elle peut t'aider. Nous trouverons un moyen de drainer l'énergie en toute sécurité. Mais j'ai besoin de toi. Je ne peux pas fonctionner. La tour est dans le chaos. Les territoires se rebellent. Je m'effondre. » Sa plus âgée le regarda vraiment. Elle vit le tremblement dans ses mains. Elle vit le cramoisi injecté de sang de ses yeux. Elle vit les lignes d'épuisement qu'aucune quantité de sang ne pouvait effacer. Il était son roi, son monstre, son amour. Le voir si brisé était insupportable. Mais alors elle se rappela les mots derrière la porte en chaîne. Suffocant un chiot, un enfant qui a besoin qu'on lui tienne la main. Le souvenir fut un seau d'eau froide sur l'étincelle de sa compassion. « Je ne peux pas redevenir ton éponge, Kellen, » dit-elle doucement. « Je ne vais pas juste rester là et absorber ton obscurité jusqu'à ce que ça me tue, juste pour que tu puisses avoir la paix. Je ne serai pas la petite humaine hagarde que tu tolères. » Les yeux de Kellen se durcirent légèrement. Le désespoir se transformait à nouveau en possessivité. La bête n'aimait pas qu'on lui dise non. « Tu m'appartiens, Isolda. Tu es mon intended. Alors pourquoi ne m'as-tu pas transformé? » Elle le défia, sa voix montant. En truisant, « Pourquoi m'as-tu gardée humaine? Tu as dit que le moment n'était pas propice. Tu as dit que je n'étais pas prête. Mais ce n'était pas ça, n'est-ce pas? Tu m'as gardée humaine parce que c'était pratique. Parce qu'une consort vampire ne pouvait pas te fonder comme un paratonnerre humain le pouvait. » Il tressaillit. C'était vrai, même s'il ne se l'était pas admis jusqu'à cette seconde exacte. Il l'avait gardé mortel, gardé fragile, parce que sa mortalité était le filtre de son immortalité. Assez de ça, Kellen grogna. La bête prenait les commandes maintenant. Le raisonnement avait échoué. La force était la seule langue restante. Tu viens avec moi maintenant. Nous discuterons de la métaphysique de ta condition dans la voiture. Il se déplaça à la vitesse d'un vampire. Avant qu'Elias ne puisse cligner des yeux, avant que les mouches de poussière ne puissent se déposer, Kellen était de l'autre côté de la pièce. Il tendit la main vers le bras de sa plus âgée, non pour la frapper, mais pour la maîtriser, pour mettre fin à la séparation, pour engager le contact physique que son corps réclamait à grands cris. « Non !» Sa plus âgée cria. Elle leva ses mains défensivement. C'était un pur instinct, une réaction née de la peur et de la frustration. Elle s'attendait à ce qu'il lui attrape les poignets. Elle s'attendait à être emportée. Au lieu de cela, une onde de choc éclata de ses paumes. Ce n'était pas une poussée douce. Ce n'était pas une étincelle statique. C'était une explosion violente et concentrée de pure magie vampirique ancienne. Sa magie qu'elle avait stockée pendant des années. La lumière violette éclata d'une luminosité aveuglante, illuminant la nuit du désert sur des kilomètres comme une fusée éclairante au magnésium. Boum! La force de cela frappa Kellen comme un train de marchandises.
Cela le souleva de ses pieds et le projeta en arrière. Il s'écrasa à travers l'épais mur en adobe du centre de guérison, comme s'il était fait de carton mouillé, tombant sur le sable rouge à l'extérieur. Poussière et débris pleuvaient. Elias criait, éclaircit la gorge. Ça, plus âgé, resta figé, horrifié, fixant ses propres mains fumantes. Ses paumes bourdonnaient chaudes au toucher. Le mur en adobe avait un trou déchiqueté de la taille de Kellen. À travers l'ouverture, elle pouvait voir les étoiles du désert. Dehors, Kellen gisait sur le dos dans ce sol, stupéfait. Il n'était pas sérieusement blessé. Il fallait plus que le jeter à travers un mur pour blesser un ancien, mais sa dignité était brisée. Il resta là un instant, regardant la lune, essayant de comprendre la physique de ce qui venait de se produire. Mais quelque chose d'autre s'était produit. L'explosion. Elle ne l'avait pas seulement fait tomber. Pendant d'une brève seconde fugitive, quand sa magie l'avait frappé, le bruit dans sa tête s'était arrêté. C'était comme une décharge électrique massive qui réinitialisait son système. Les voix hurlantes, la statique, la faim, tout avait été réduit au silence par la force de concussion de son énergie. Il s'assit lentement, époussetant le sable de son gilet tactique. Il regarda à travers le trou dans le mur sa plus âgée. Elle avait l'air terrifiée d'elle-même, reculant des débris. Kellen commença à rire. C'était un rire sourd qui se transforma en quelque chose frôlant l'hystérie. Il se leva, brossant la saleté de ses genoux, et revint à travers le mur en ruine. Sa plus âgée recula, tremblante, tenant ses mains à sa poitrine comme si c'étaient des armes chargées. « Restez en arrière », avertit-elle, sa voix aiguë de panique. « Je ne sais pas comment le contrôler. Je ne voulais pas. Je voulais juste que tu arrêtes. » Kellen s'arrêta à 3 mètres. Il leva ses mains en signe de reddition. Le rouge s'était estompé de ses yeux, remplacé par un regard d'émerveillement. Il regarda le trou dans le mur, puis la fille en tenue d'infirmière. « Tu as raison, » murmura-t-il, secouant la tête d'incrédulité. « Tu n'es pas un chiot. » Il s'agenouilla sur un genou au milieu des décombres et des cristaux brisés. Ce n'était pas une moquerie. C'était un arc. Une soumission authentique pour la première fois en, éclaircit la gorge, siècle. « Tu es une arme, » murmura-t-il, la regardant avec une dévotion intense et terrifiante. « Ma magnifique et dangereuse reine. » La dynamique avait changé irrévocablement. Il n'avait pas seulement trouvé sa consort manquante. Il avait trouvé quelque chose d'infiniment plus terrifiant et d'infiniment plus précieux. Il avait trouvé un miroir assez fort pour lui renvoyer son propre pouvoir sans se briser. Sa plus âgée fixa le roi agenouillé, ses mains toujours légèrement brillantes de violet dans l'obscurité. Elle avait voulu de l'espace. Elle avait voulu la liberté. Au lieu de cela, elle réalisa avec une appréhension grandissante, elle venait de prouver qu'elle était la seule chose sur Terre assez puissante pour se tenir à ses côtés. La cage n'avait pas été ouverte. Elle était juste devenue beaucoup, beaucoup plus grande. Et en regardant la façon dont il la regardait comme un homme affamé regardant un festin, elle savait qu'il ne la laisserait jamais partir maintenant. Le silence dans le désert était absolu, sauf pour le crépitement des étincelles violettes mourantes autour des doigts de son ancienne. Kellen resta sur un genou au milieu des décombres du mur du centre de guérison. Il ne se leva pas. Pour un roi vampire qui avait passé 6 siècles à forcer le monde à s'incliner devant lui, la posture aurait dû paraître artificielle. Au lieu de cela, elle ressemblait à la seule réponse logique à la force se tenant devant lui. « Lève-toi », murmura son ancienne, sa voix tremblante. L'adrénaline s'estompait, remplacée par la réalisation terrifiante de ce qu'elle venait de faire. Elle avait projeté un prédateur primordial à travers un mur solide. « S'il te plaît, Kellen, lève-toi. Tu me fais peur. » Kellen se leva lentement, époussetant l'adobe et pulvérisé de son pantalon tactique. Il ne s'approcha pas d'elle. Il resta à 3 mètres en arrière, respectant le périmètre invisible qu'elle avait fait éclater en existence. « Je te fais peur » demanda Kellen, un sombre amusement colorant son ton. « Est-ce que tu brilles avec assez d'énergie nécro-antique pour raser un pâté de maison? »
Je ne suis plus celui qui fait peur dans cette pièce. Sa plus âgée baissa les yeux vers ses mains. La lumière violette pulsait en rythme avec son battement de cœur. Ça ne s'arrêtera pas. Ça brûle. La libération a été trop soudaine. Callan analysa sa voix passant d'amoureux à tacticien. Tu as agi comme un condensateur. Tu as déchargé la majeure partie, mais l'énergie résiduelle crée des arcs. Tu dois la mettre à la terre correctement, pas avec des cristaux et de l'encens. Il tendit une main, paume vers le haut. Prends ma main, je peux siphonner l'excès. Je peux le filtrer maintenant que je sais ce que c'est. Je ne laisserai pas ça te faire mal. Son ancienne hésita. Elle regarda l'homme qui, 6 semaines auparavant, avait appelé sa présence une cage. Elle vit les lignes d'épuisement gravées sur son visage, le prix qu'il avait payé pour sa solitude. « Si je te touche, dit-elle, sa voix se dérobant, ce n'est pas comme ton infirmière, ce n'est pas comme ton ancre, et ce n'est certainement pas comme ton chiot. » Non, Cayen acquiesça, ses yeux fixant les siens avec une intensité qui rendait l'air du désert ténu. « Si tu me touches, c'est comme mon égal. Je voulais de l'espace, Izzy. Tu me l'as donné et j'ai découvert que l'espace n'est qu'un autre mot pour le vide. Je ne veux pas le vide, je veux le feu. » Il attendit, il ne demanda pas. Lentement, l'ancienne tendit la main. Ses doigts effleurèrent sa paume. La connexion fut instantanée. Une onde de choc de lumière bleue et violette ondula vers l'extérieur, soulevant un cercle de poussière autour d'eux. Callan haleta, sa tête claquant en arrière, alors que l'énergie brute inondait son système. Pas le filtrage lent et passif qu'elle avait fait auparavant, mais une injection dentelée à haute tension. Ça faisait mal. C'était comme boire, la foudre, éclaircit la gorge. Mais ça ressemblait aussi à la vie. Le bruit statique dans sa tête, la folie hurlante des anciens, fut réduite au silence, instantanément écrasée sous le poids de son pouvoir. Son ancienne sentit la brûlure dans ses veines s'apaiser, la stabilité fraîche et sombre de la nature de Callan, agissant comme un dissipateur de chaleur. Ses genoux cédèrent de soulagement, et cette fois Callan était là pour la rattraper. Il la serra contre sa poitrine, enfouissant son visage dans ses cheveux, inhalant l'odeur d'ozone et de sauge. « Je t'ai », murmura-t-il dans son cou. « Je t'ai ». Le retour à la tour d'obsidienne ne fut pas la retraite silencieuse et honteuse qu'Isolda avait crainte. C'était un front de tempête qui arrivait. Dominic les rencontra au hangar privé. Il jeta un coup d'œil à Callan, qui avait l'air revitalisé, dangereux et pratiquement vibrant de pouvoir, et puis à son ancienne qui marchait à ses côtés, non pas dans son ombre, mais à son flanc. « Bienvenue à la maison, sœur, » dit Dominic, s'inclinant plus bas que d'habitude. Il jeta un coup d'œil à sa plus âgée. « Mademoiselle Sterling, vous avez l'air chargée. »« Elle l'est, » dit Callan, sa main reposant possessivement sur le bas de son dos. « Préparez la chambre du conseil. Appelez la délégation de Vancouver. Nous réglons le différend frontalier ce soir. » Les yeux de Dominic s'écarquillèrent. « Ce soir, sœur, vous avez été absent pendant des semaines. Le clan de Vancouver est agité. Ils croient que vous êtes faible. Peut-être devrions-nous nous reposer et élaborer une stratégie. J'ai dit ce soir. » Callan le coupa. Sa voix était douce, manquant de l'irritabilité d'il y a 6 semaines, remplacée par un calme terrifiant. « Je veux qu'il nous voie. » La chambre du conseil, minuit. La grande salle de la tour d'obsidienne était un espace caverneux de marbre noir et de verre du sol au plafond donnant sur l'horizon pluvieux de Seattle. La délégation de Vancouver se tenait au centre, un groupe de 5 vampires menés par Victor, une brute de chef de guerre local qui testait les frontières de Callan depuis des décennies. Victor ricana alors que les doubles portes s'ouvraient. Enfin, le roi descend de son humeur. Callan entra. Il portait un costume taillé dans de la soie bleu nuit, l'air aristocratique dans les moindres détails. Mais la cour tomba silencieuse en voyant qui marchait à ses côtés. Isolda. Elle portait une simple robe noire, mais elle ne portait aucun bijou. Elle n'en avait pas besoin. Sa peau avait un léger éclat nacré,
L'air autour d'elle se déformait légèrement comme la chaleur montant de l'asphalte. Kellyn s'assit sur son trône. Il ne fit pas de geste pour que son ancienne se tienne derrière lui comme c'était la coutume pour une consort humaine. Il fit un geste vers l'espace vide directement à sa droite. Elle se tenait là, les mains jointes, regardant Victor dans les yeux. « Tu as empiété sur mon territoire du Nord, Victor. » Kellyn dit sa voix ennuyée, brûlant des maisons sûres, braconnant du bétail humain. « Cela se termine ce soir. » Victor rit. « Ou quoi, Thorne? J'entends que tu as perdu la tête. Les murmures disent que la pourriture ancienne s'est enfin installée. Tu as l'air bien nourri ce soir, mais nous savons la vérité. Tu es instable. » Victor fit signe à ses gardes. « Je pense qu'il est temps pour une nouvelle direction à Seattle. » Deux des vampires de Victor se brouillèrent en avant, se déplaçant à vitesse supersonique, visant à décapiter le roi avant qu'il ne puisse se lever. Kellyn ne bougea pas. Il ne cligna même pas des yeux. Il regarda juste son ancienne et fit un signe de tête à peine perceptible. Son ancienne n'eut pas besoin de donner un coup de poing. Elle n'eut pas besoin de vitesse. Elle lécha juste la laisse qu'elle gardait sur son propre système nerveux. Elle claqua sa main droite sur l'accoudoir du trône de Kellyn. Crac! Une ondulation d'énergie cinétique violette explosa vers l'extérieur depuis le trône. Elle se déplaça plus vite que les vampires. Elle frappa les deux assaillants en plein air, les figeant dans un champ de stase de pure gravité lourde. Ils restèrent suspendus là, leurs visages tordus d'agonie, alors que la pression écrasait leurs os. Victor regarda avec horreur ses gardes d'élite être froissés comme des canettes de soda par une fille humaine qui n'avait même pas transpiré. Sa plus âgée agita son poignet. Les deux vampires furent projetés en arrière sur toute la longueur de la salle, brisant les lourdes portes en chaîne à l'extrémité. Le silence descendit sur la pièce. Un silence terrifié total. Sa plus âgée prit une inspiration, la lueur violette dans ses yeux s'estompant pour redevenir noisette. Elle regarda Victor. « Le roi n'est pas instable, » dit-elle, sa voix claire et résonnante dans la salle silencieuse. Il était simplement en train de calibrer. Elle plaça une main sur l'épaule de Kellyn. Ce n'était pas un geste de réconfort cette fois. C'était un geste de possession. « Et nous sommes très déçus par votre manque de respect. » Kellyn se leva lentement. Il regarda sa cour, puis le chef de guerre terrifié de Vancouver. Il sourit, et ce fut la chose la plus tranchante dans la pièce. « Vous avez entendu la dame? » Kellyn ronronna. « Courez. » Victor et sa délégation restante se bousculèrent pour fuir la salle. Le bureau royal, 3 heures du matin. Les portes se refermèrent, coupant le monde. L'adrénaline de la confrontation s'était estompée, laissant derrière elle un silence lourd et intime. C'était la pièce où cela s'était passé. La pièce où 6 semaines auparavant, Izzy s'était tenue avec un plateau de sang chaud et avait entendu l'homme qu'elle aimait la qualifier d'étouffante. Elle marcha vers la fenêtre, regardant la pluie strier à la vitre. Elle sentit Kellyn approcher. Il s'arrêta à quelques mètres derrière elle. Il lui donnait de l'espace. « Ils sont terrifiés par toi, » dit Kellyn doucement. « Ma cour! Ils ne savent pas quoi penser d'une humaine qui peut écraser un vampire ancien d'un geste de la main. Je ne suis plus humaine, Kellyn. »« Pas vraiment, » dit-elle, regardant son reflet dans la vitre. « Et je ne suis pas un vampire. Je suis quelque chose entre les deux. Quelque chose que tu as fait, quelque chose que j'ai presque cassé, corrigea-t-il. Il s'approcha, finalement comblant l'écart. Il enroula ses bras autour de sa taille, posant son menton sur son épaule. Il sentit le bourdonnement de puissance sous sa peau, la puissance qui le gardait sain d'esprit, la puissance qui la rendait dangereuse. « J'ai besoin de te demander quelque chose, » Kellyn dit. « Si c'est à propos du mariage, tu peux t'abstenir, » répliqua-t-elle bien que son rythme cardiaque s'accéléra. « C'est à propos de l'architecture, » dit-il. Sa plus âgée se tourna dans ses bras, fronçant les sourcils. « Quoi? » Le penthouse, Kellyn dit, ses yeux sérieux. « C'est trop ouvert, » éclaircit la gorge. « Les
Murs sont minces. Je pensais que nous abattrions le mur entre la suite parentale et l'aile des invités. En faire un sanctuaire massif. Doubler la superficie. Sa plus âgée le fixa. Tu veux rénover? Je veux que tu aies de l'espace, dit Colleen, sa voix tombant à un chuchotement rauque. Je veux que tu aies ta propre bibliothèque, une salle de méditation pour le travail énergétique, un endroit où tu peux aller quand je suis insupportable. Il resserra sa prise sur elle, éclaircit la gorge. Mais je veux que cet espace soit à l'intérieur de ma maison, à l'intérieur de mes murs. Je ne veux plus jamais que tu y aies à faire tes valises. Si tu as besoin de distance, tu marches simplement dans la pièce d'à côté. Mais tu ne pars pas. Tu ne pars jamais. Sa plus âgée leva les yeux vers lui. Elle vit la peur derrière l'arrogance, la peur du silence, la peur du froid. Elle réalisa alors que la dynamique du pouvoir n'avait pas seulement changé. Elle s'était inversée. Il n'était plus le ravisseur. Il était celui qui était désespéré d'être gardé. Elle leva la main et traça la ligne de sa mâchoire. « J'aurais besoin d'un plus grand placard, dit-elle. J'ai laissé beaucoup de vêtements à Sedona. » Colleen laissa échapper un souffle qu'il semblait avoir retenu pendant 6 semaines. Un sourire sincère illumina son visage. Pas le sourire du prédateur, mais le soulagement de l'homme. « Tu peux avoir toute la sacrée ville, soldat. Garde juste ta main dans la mienne. »« Marché conclu, » murmura-t-elle. Il l'embrassa alors. Cela avait le goût de la pluie et du vin de sang et du piquant électrique de l'ozone. C'était un baiser qui scellait un traité entre un monstre et la seule chose au monde assez forte pour le retenir. Il s'était plaint qu'elle l'étouffait. Il avait voulu de l'air. Mais alors que son ancienne approfondissait le baiser, enroulant ses doigts brillants dans les cheveux à la nuque de Colleen, il réalisa la vérité. Il ne voulait pas respirer. Il voulait se noyer. Et pour le reste de l'éternité, il laisserait volontiers les vagues de son pouvoir s'écraser sur lui, éclairci la gorge, tant que elle serait celle qui le tirait vers le fond. Et c'est l'histoire de comment le roi de la nuit a appris la plus dure des leçons. Fais attention à ce que tu souhaites, car le silence est plus fort que n'importe quel cri, éclaircit la gorge. Sa plus âgée ne lui a pas juste donné de l'espace. Elle lui a donné une vérification de la réalité qui a presque rasé son royaume. Qu'est-il arrivé au clan de Vancouver? Disons simplement qu'ils ont appris que la seule chose plus mortelle qu'un roi vampire est la reine qui tient sa laisse. Qu'avez-vous pensé du rebondissement? Colleen méritait-il une seconde chance? Ou aurais-je dû le laisser dans la poussière? Je veux voir vos débats dans les commentaires ci-dessous. Équipe Colleen ou équipe Izzy? Si vous avez apprécié cette histoire de roman sombre, de pouvoir et de vengeance, s'il vous plaît, écrasez ce bouton « J'aime ». Cela aide l'algorithme plus que vous ne le savez. Éclairci la gorge. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour ne pas manquer l'histoire de la semaine prochaine où nous explorerons une meute de loups-garous avec un secret qui pourrait briser la lune. Merci d'avoir écouté et faites